Bonjour Parisian Vibe, donc c'est Stéphanie Delpont. J'ai déjà fait avec la chaîne plusieurs book clubs. On a reçu énormément de messages de votre part parce que vous aimez ce format. Il paraît qu'on lit de moins en moins. Moi, je crois pas. Je suis entourée de gens qui lisent beaucoup. C'est une activité qui est pérenne, qui est féconde et je crois que c'est bien de continuer à faire des séries dans ce sens. Donc voilà, on reprend aujourd'hui. Alors, comment j'ai fait ma sélection estivale? En fait, j'ai pris des livres très visuels et j'ai aussi fait une sélection parce que moi, c'est un prisme, un angle que j'aime toujours, c'est les femmes fortes, les femmes qui ont le courage de vivre selon leur art, avec une grande liberté, des femmes modernes. Moi, je me rends compte que j'ai encore plus de plaisir à découvrir une histoire, découvrir un personnage quand j'ai des images, des dessins. Alors c'est peut-être quelque chose que j'ai hérité de mon enfance. J'aimais lire des BD. Je crois aussi que les gros romans, les pavés l'été, ça demande aussi un certain courage. Et je trouve aussi que parfois, quand on perd un petit peu son attention, une manière peut-être plus douce et ludique de s'y remettre, c'est de faire un pas de côté et de prendre des formats qui semblent plus accessibles, plus visuels, plus ludiques, quoi. Donc le premier que j'ai sélectionné, c'est ce très beau livre graphique sur Lou Andrea Salomé. Lou Andrea Salomé, c'est à mon sens une des plus grandes figures féminines, femmes modernes, émancipées, libérées, qui a vraiment construit sa vie telle qu'elle l'entendait. Je la trouve inspirante parce que à la fois c'est une immense créatrice, je trouve que c'est une romancière, elle a un œil, elle a une pertinence qui est folle et en même temps c'est une femme qui a eu des histoires amoureuses, surtout créatives, quoi. Donc elle a été une muse des quand même peut-être les trois hommes les plus importants de son siècle. Nietzsche, Freud et Rilke, c'est les plus importants, mais ce n'était pas juste une muse comme ça, comme une modèle d'artiste, quoi. Elle les impressionnait parce qu'elle était en face à face, à égalité avec eux. Et surtout, elle a toujours refusé de s'adonner, de s'abandonner, de se consumer dans ses passions. Elle a toujours su préserver son art, sa liberté. Lou Andrea Salomé, c'est aussi l'anti-figure d'attachement anxieux. C'est elle qui a écrit sa vie, quoi. C'est une femme rebelle. Et en fait, ce que montre ce joli livre graphique, donc très tôt, son père a compris que sa fille était différente, qu'elle aurait du mal à être formatée et être dans un cadre scolaire rigide. Donc, elle a demandé à recevoir la classe chez elle, avoir des précepteurs, ce qui lui a permis, une grande liberté, ce qui a fait d'elle aussi cette femme si prolixe, si créative et qui a voyagé tout au long de sa vie. Donc ça a été un vrai cadeau de son père qui justement ne l'a pas entravée. Elle a eu un précepteur qui très très tôt l'a initiée aux grands philosophes. La grande rencontre de sa vie à Lou Andrea, c'est le philosophe Spinoza, dont elle aimait particulièrement la philosophie. C'est aussi une philosophie que moi j'affectionne beaucoup. Ce qui lui plaisait à Lou Andrea, c'était toute la réflexion de Spinoza sur la joie. Et d'ailleurs, il y a cette citation d'elle qu'on connaît et qui est très connue. C'est si tu veux une vie, vole-la. La vie peut être difficile, mais en fait, cette espèce de rage de joie, de vivre, d'apprendre, d'aimer, de ressentir, de voyager, de découvrir. Et c'est ça que je trouve très inspirant dans ce livre. Alors, l'autre livre que j'ai choisi, qui est aussi un livre graphique qui est très beau, édité aux éditions Séguer, c'est sur Suzanne Valadon. Alors, Suzanne Valadon, moi, elle est chère à mon cœur parce que c'est un personnage haut en couleur de Montmartre. Elle a vécu au musée Montmartre, musée Renoir aujourd'hui, où elle avait son atelier. Elle a eu un fils qu'on connaît bien qui s'appelle Maurice Utrillo. C'est un livre, si vous voulez découvrir une femme forte, parce que Suzanne Valadon, c'est pas forcément une
une artiste qu'on connaît très bien, même si elle a eu récemment une exposition au Centre Pompidou. C'est pas une artiste qui est si connue que ça. Et si vous avez envie de découvrir voilà, une femme forte, un Montmartre pittoresque et voyager, je crois que c'est le livre qu'il vous faut. Au début, c'était la modèle de Renoir. Et en fait, ça, c'est typiquement une trajectoire intéressante entre une femme qui est un petit peu objectivée, quoi, qui n'est juste qu'un réceptacle, enfin, d'un regard d'un homme, quoi, à une femme qui va les observer, va observer tous ces hommes peindre, et puis elle-même prendre son crayon et voilà, dessiner de partout dès qu'elle le peut. Et petit à petit, s'affranchir de ce statut de muse, de modèle, pour devenir elle-même un artiste. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle dessinait, elle avait un trait très franc et elle dessinait surtout des femmes qui n'étaient pas des femmes de tous les jours avec des corps assez massifs. Elle voulait rien enjoliver, spiritualiser. C'est une femme, une artiste très, très ancrée, quoi. Elle a eu son fils Maurice Utrillo qui a tout de suite été très angoissé, très torturé. C'est une femme qui va avoir l'audace de montrer ses dessins. Elle les a montrés, par exemple, à Degas, qui lui a dit « Vous êtes des nôtres ». Et à un moment donné dans sa vie, elle a voulu se ranger, tomber amoureuse, se marier et partir à la campagne, loin de Paris, loin de Montmartre, qui est quand même une matrice pour les artistes quand même. Et en fait, elle est revenue très vite parce qu'en fait, elle s'ennuyait. Donc c'est une femme pour laquelle son art a été la colonne vertébrale de toute sa vie. Alors un autre livre, il n'est pas illustré, mais il est tellement romanesque et avec un personnage qui est Louise Collet que finalement, voilà, il l'est. Il s'appelle L'Orageuse et c'est sur la poétesse Louise Collet. Elle est surtout connue pour son histoire d'amour avec Flaubert. Louise Collet, quand elle a rencontré Flaubert, c'était déjà une poétesse établie que la critique encensait. Et en fait, elle est tombée amoureuse de ce jeune écrivain qui était plus jeune qu'elle. Et elle avait tendance à se consumer dans ses histoires amoureuses. Pour elle, l'amour, c'est ça, c'est un brasier, et, ça lui consomme toute son énergie vitale. Et en fait, il y a toujours eu entre elle et Flaubert, en fait, cette espèce de tension. Flaubert, c'est quelqu'un qui a développé pour son art une discipline très très tôt. Pour lui, l'amour est une forme d'inspiration, mais il reste très ancré dans son art et il refuse que ça lui coûte son temps, ses journées, que ça devienne une obsession, ce que je trouve assez sain. Mais en fait, il y a toujours eu cette espèce de bras de fer entre les deux. Et on est dans la correspondance de Flaubert et elle. Il lui dit « mais tu ne prends pas assez au sérieux ton génie ». Donc elle, typiquement, contrairement à Lou Andrea, par exemple, ou même à Suzanne Valadon, c'est une femme qui n'a pas su ne pas se consumer dans la passion. Mais encore une fois, c'est une histoire d'amour qui est surtout artistique, qui a laissé une magnifique correspondance. Et aussi, on découvre dans ce livre que voilà, elle a un tempérament très très tempétueux, elle est volcanique. Un jour, un critique lui a écrit une critique assassine. Et en fait, l'histoire dit qu'elle est allée chez lui pour le planter, quoi, avec un coup de couteau. Le message, enfin, s'il y a un message, c'est comment, quand on est une amoureuse passionnelle, comment néanmoins prendre au sérieux son art, rester ancrée et pas se laisser complètement emporter par ce tumulte. Mais donc d'ailleurs, c'est le titre de ce livre, c'est L'Orageuse, quoi. Alors un autre livre que j'aime beaucoup, c'est sur Sagan, Françoise Sagan. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un personnage hyper inspirant. Elle a connu la gloire littéraire dès ses 18 ans, quoi. Donc cette espèce de succès très précoce, je trouve ça magnifique. J'ai aimé ce livre parce que il y a des citations, des poèmes. Donc on connaît très bien ce livre Bonjour Tristesse. On oublie parfois qu'en fait c'est extrait d'un poème de Paul Éluard. Adieu tristesse, bonjour tristesse, tu es inscrite dans les lignes du plafond, tu es inscrite dans les yeux que j'aime, tu n'es pas tout à fait la misère,
car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Bonjour tristesse, amour des corps aimables, puissance de l'amour dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps, tête désappointée, tristesse, beau visage. Ce que j'aime aussi dans sa vie à François Sagan, c'est que c'est une vie à toute allure, avec une grande liberté, une grande vélocité, une grande démesure aussi. Elle avait cet amour pour le jeu, pour les hommes, et en même temps, elle avait quand même cet ancrage. On sait qu'elle a joué, qu'elle avait joué une somme d'argent et que grâce à elle, elle a pu s'acheter son manoir en Normandie. Donc on la voit en photo dans son manoir, dans son jardin, avec son fils, leur chien Werther. Donc c'est à la fois un peu une étoile filante, Sagan, mais en même temps, elle a quelque chose qui, à mon sens, est à la fois entre très libre, très rebelle, et en même temps très ancrée dans son art. On sent qu'elle a pu tout avoir, elle voulait tout en fait, elle avait un appétit immense de tout. En fait, ce que j'aime avec Sagan, elle a laissé une œuvre très dense, avec des titres toujours très forts. Et en même temps, il y a quelque chose en elle qui s'est jamais pris au sérieux. Et d'ailleurs, je vais vous lire cet épitaphe qu'elle avait elle-même écrit sur sa tombe, que je trouve très joli, qui est Sagan Françoise fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréable et bâclée, ne fut un scandale que pour elle-même. Donc le dernier livre que j'ai choisi, c'est Cordelia de Castellane, c'est Flower Couture. Cordelia de Castellane, c'est la directrice artistique de Dior Home et de Dior Baby. Et elle nous invite dans son sublime jardin qui fait un petit peu penser au jardin de Monet. Enfin, on sent qu'elle a une manière d'appréhender son jardin comme un tableau, quoi. C'est absolument somptueux, avec des iconographies, des photos d'elle à toutes les saisons de l'année, comment elle fait ses tables. Enfin, je trouve que c'est un livre assez féerique. J'ai eu la chance d'aller dans le jardin de Virginia Woolf à Monk's House, et ça m'a fait penser à ça, en fait, c'est-à-dire comment une artiste, en se créant son jardin, son espace à soi, elle cultive aussi son esthétique, elle cultive sa créativité, elle cultive son élan vital. On sent qu'elle a une joie folle à composer des tables, à s'occuper, à faire croître son jardin, s'occuper de ses fleurs. Je trouve ça extrêmement inspirant si vous aimez voilà, ce lifestyle de campagne. Et elle aussi, c'est une femme forte parce que c'est une femme qui, en plus d'avoir des responsabilités dans une grande maison, s'offre cette espèce, ce cocon. Je trouve ça extrêmement beau et inspirant. Pour l'été, ça peut vous donner des envies. J'ai choisi aujourd'hui 5 livres sur des femmes fortes, des artistes, des écrivaines, des peintres, des directrices artistiques, des poétesses, pour nous inspirer cet été justement à se déployer dans son art, à avoir le courage d'exister. Merci en tout cas de m'avoir écouté pour cette sélection estivale. J'espère que ces livres vous inspireront, vous guideront, ouvriront des portes, vous donneront du courage pour entreprendre des projets qui vous tiennent à cœur, pour peut-être revoir votre manière de vivre. Voilà, je trouve que c'est la puissance quand même des livres, c'est qu'ils nous donnent cette espèce d'essence, ce parfum, cette atmosphère, et ça nous enivre, quoi. J'espère que tout ça vous inspirera.